parcours d'artiste est relativement classique, c'est-à-dire que j'ai suivi des études dans les écoles des beaux-arts, j'ai passé des diplômes beaux-arts de façon assez académique. Je fais partie d'une génération où les écoles d'art étaient encore diffusaient un enseignement à l'ancienne, avec dessin, des pratiques artistiques relativement traditionnelles, etc. Et puis j'ai expérimenté un grand nombre de pratiques et je me suis appuyé sur des mouvements divers qui allaient du pop art à la figuration narrative, en passant par l'abstraction lyrique, genre tout ce qu'on peut faire et qui fait qu'on a un background quand même culturel qui à un moment donné va constituer une espèce de valise dans laquelle on va puiser pour trouver petit à petit des éléments qui vont plus correspondre à notre sensibilité et à ce que l'on découvre aussi de soi-même petit à petit. Voilà. Tout ceci se passe dans les années 70 et donc je crois que j'étais très sensible quand même à deux mouvements qui étaient un mouvement véritablement mondial qui est ce qu'on appelait le minimalisme, où il y avait véritablement une espèce de nettoyage généralisé de l'expression artistique, où on essayait vraiment de réduire, un peu comme on réduit une sauce, vraiment concentrer les éléments constitutifs du langage plastique. Et puis par ailleurs, notre mouvement qui était alors là très franco-français, je dirais, qui s'appelait Support Surface, que tous les gens qui s'intéressent à l'art ont connu, pardon. Et Support Surface était un élément qui aussi a permis de remettre en lumière les éléments plastiques matériels absolument fondamentaux de l'expression plastique. Un jour, je me suis dit, bon, comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Comment je vais m'y mettre? Et donc, j'ai téléphoné à la Seita pour demander si je pouvais commander des allumettes ménagères avant qu'elles soient soufrées. J'ai téléphoné à la Seita, j'ai commandé 1 million d'allumettes et qui ne font en gros que 2 mètres cubes ou 1,5 mètre et demi. Enfin, c'est pas extraordinaire, 1 million d'allumettes. Voilà. Ça m'intéressait doublement, d'une part parce que c'est un module, et qu'au fond, c'est une espèce de degré zéro de l'écriture. N'apprenait-on pas à compter avec des bûchettes quand on était gamin dans d'autres générations? Et d'autre part, c'était un objet profondément ancré dans la réalité sociale, dans la vie quotidienne, et qui n'avait pas statut artistique. Donc cette espèce d'ambiguïté, pas d'ambiguïté, mais de dualité me plaisait beaucoup. J'ai commencé tout simplement à coller des allumettes les unes sur les autres, comme une espèce de tramage. Et voilà, c'est-à-dire que l'idée était le plus simplement du monde que le processus devienne forme, que le processus crée la forme. J'ai pendant pas mal de temps, pendant 2 ans, collé des allumettes qui n'avaient pour autre but que d'être à chaque fois un jeu répétitif, mais où chaque mouvement de chaque allumette créait le mouvement de l'autre. Et on était dans une espèce de danse de la main qui proposait une trame. Cette danse de la main qui tramait les choses crée une écriture qui elle-même allait être un vecteur d'expression, qui est quelque chose de très support surface et très dans l'esprit de la création de cette époque. Avec une dimension très particulière aussi, qui était la répétitivité, et qui aussi, remise dans le contexte culturel de l'époque, était très dans l'air du temps, puisque en musique, on avait aussi Phil Glass, Steve Reich, toute la musique répétitive qui était donc une espèce d'équivalence minimaliste dans la musique de ce qui se passait aussi dans le monde des arts plastiques, de Sol Lewitt à Don Jude, en passant par les grands minimalistes américains. Très rapidement, au bout de 2 ans, mes allumettes, qui avaient un caractère complètement obsessionnel, m'ont semblé un petit peu limitatives. Et donc j'ai eu l'idée de passer à des baguettes de bois plus importantes, etc., etc. Donc, mais tout le temps avec une idée de la contrainte. C'est-à-dire que je suis passé à des allumettes de 27 cm, car en réalité, c'est ce qu'on appelait les allumettes fantaisie.
des allumettes de 27 cm, donc, qui sont aussi vendues par la Seita. Mais j'ai fait ça aussi quelques temps avec ces allumettes, mais j'ai acheté aussi carrément des baguettes que j'ai acheter dans le commerce et que j'ai pu débiter, c'est-à-dire qu'en réalité, et coller, tramer, c'est-à-dire j'ai pu créer des structures qui sont devenues des dessins dans l'espace en réalité. Hein, ce que je fais là, ce sont en fait des dessins dans l'espace. Quand on crée, il faut qu'on trouve une espèce de mix entre ce qui nous constitue culturellement et puis ce qui, je dirais, va être notre identité affective, sensible, etc. Et comment on va faire pour se promener là-dedans et faire notre sauce là-dedans. Voilà. Je me disais, comment je peux arriver à construire tout en gardant une espèce de possibilité d'improvisation, etc. Donc, un matériau léger était quelque chose de possible parce que ça me permettait cette facilité de collage. Alors, tout ça était... Les baguettes sont collées avec un peu de colle et des pinces à linge. C'est-à-dire qu'il y a aussi une technologie de très très haut niveau qui consiste en fait à acheter des pinces à linge et à coller, le tendre. Alors, je faisais des baguettes comme ça et j'ai construit aléatoirement des lignes. Avec des lignes, des schémas, de façon absolument improvisée. Mais ce qui est important, c'est que dans un deuxième temps, comme c'est en bois léger, et que c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles ce n'est pas du métal, c'est que ça me permettait d'agir très rapidement. Et donc, je me suis acheté tout simplement un sécateur de jardinier. Et j'ai travaillé ça comme absolument un type qui taille son rosier. C'est-à-dire qu'il y a dans mes constructions autant d'ajout que de soustraction. C'est-à-dire que quand je fais mes trames, je vais pouvoir construire par soustraction. Je vais couper les morceaux, soit une baguette, soit un ensemble qui va être évidé, que d'ailleurs je ne vais pas mettre à la poubelle, que je vais garder comme une espèce de trésor, et qui va pouvoir être parfois recyclé dans d'autres... En fait, chaque œuvre est éventuellement un morceau de la précédente, où on acquiert un morceau. Ce que j'appelle d'ailleurs, en récupérant là aussi le langage du jardinier, de la greffe. Donc je peux tailler, couper, greffer, comme un jardinier. Et donc j'ai fait comme ça un certain nombre de figures qui me satisfaisaient dans la mesure où elles étaient dans cette espèce d'entre-deux, entre construire, déconstruire, soustraire, additionner, etc. Et donc les choses se sont développées comme ça petit à petit, mais donc ce sont j'appelle ça d'ailleurs souvent des structures ou des dessins dans l'espace. J'ai évidemment joué avec les ombres portées qui sont comme une espèce d'écho. Et puis je fais une exposition de ces œuvres-là en 1980 à Montréal. Et le galeriste qui m'exposait était un spécialiste d'art russe. Il avait réussi à récupérer quelques œuvres russes à l'époque, alors qu'elles étaient très peu sorties encore de la Russie, qui était encore soviétique. Et puis, il me dit, écoute, est-ce que tu connais les cartes mélanésiennes des îles Marshall? Alors, je dis non, pas du tout. Et donc, ce type qui était un fouineur me montre ces cartes et je vois quelque chose qui est visuellement tout à fait dans une proximité avec ce travail-là. Et donc, j'ai découvert ça, mais dans un deuxième temps. Et évidemment, la métaphore, je dirais, du voyage, du déplacement, de la cartographie, en réalité, s'est imposé, puisqu'au fond, qu'est-ce que j'essayais de faire en faisant mes œuvres? C'était à la fois de construire, mais en même temps qu'il n'y ait pas une stabilité du regard, qui est le mouvement n'est pas bon, quand on regarde une peinture, on fait tout le temps la même chose, mais les œuvres d'art les peintures peuvent plus ou moins fixer ou attirer le regard. J'avais un désir de faire des choses, des constructions qui soit libère, en tout cas autorise une espèce de promenade du regard, et voir de temps en temps le fixe comme une espèce de bivouac où tout d'un coup on vient un peu se poser et se repérer. Donc ces histoires de cartes mélanésiennes sont rentrées je dirais, dans mon champ culturel, et petit à petit sont devenues un élément de référence. Petite parenthèse, elles sont très difficiles à voir, à découvrir, puisqu'elles avaient été découvertes et vues dans des bouquins, etc. Mais il y en a très peu dans le monde qui ont été conservées.
Et il a fallu que j'attende une exposition formidable qui a dû avoir lieu dans les années 80 à Beaubourg, qui s'appelait Cartes et figures de la Terre, qui est une exposition qui fait autorité et qui est une expo culte, où j'ai pu voir pour la première fois 3 cartes mélanésiennes qui sont grandes comme ça, que les pêcheurs donc mélanésiens, quand ils partaient en mer, regardaient avant, puisque chaque ligne, qui était en fibre végétale, était censée visualiser les courants marins, les directions des vents, et puis il y avait des petits coquillages qui simulaient les atolls, etc. Donc c'était une espèce de transmission d'ailleurs de connaissances du territoire et du déplacement par ces familles de pêcheurs. Donc j'ai adoré évidemment la dimension poétique de cette chose, dont moi je ne faisais un usage qu'a posteriori, mais quand même, je dirais, il y avait une fertilité pour mon propre travail.